Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, vidéo numéro 2 de la série Wargame. Toujours avec Mathieu Carrère. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Pierrot. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Alors, est-ce que tu as un peu potassé les différentes époques Alors, avec quoi on pourrait commencer aujourd'hui? Oui, oui, j'ai un peu potassé. Écoute, moi je pense qu'on pourrait commencer tout simplement par l'Antiquité. Il n'y a pas beaucoup de Wargames sur le néolithique ou le paléolithique, hein. Oui, il y en a, et ça j'aimerais aussi t'en parler. Alors, commençons Donc, par là. On va inclure ça dans l'Antiquité. alors, on va dire, il y a eu des wargames qui ont été faits sur, on peut dire, sur les hommes de Néandertal, ce genre de choses-là. Justement, il y a un jeu qui s'appelle Néandertal, qui a été édité par Sierra Madre Games et dont le designer s'appelle Philip Klum. Puis je crois que Philip Klum est un ingénieur allemand qui bosse à la NASA ou je ne sais pas trop dans quoi, en tout cas dans quelque chose de très technologique. Ces jeux sont des merveilles. C'est-à-dire que c'est des petits jeux, hein, c'est des tout petits jeux, mais avec des jeux quand même avec des règles assez colossales, assez épaisses. Et ce jeu, je n'ai jamais joué à Néandertal, mais j'ai un petit peu regardé les règles. Finalement, tu essaies de poursuivre le développement d'une tribu de sapiens, de Néandertal, puis je ne sais plus trop de quel autre, peut-être de Desinova, d'homme de Desinova, quelque chose comme ça. Et puis tu regardes leur développement cognitif aussi, tu vois, certains ont des plus et des moins selon leur… voilà, et puis tu Attention à ce vois qu'on hein. Attention à ce qu'on dit. Oui, mais c'est vraiment très intéressant et c'est un jeu qui est passionnant. Il a même fait un jeu qui s'appelle Bios Genesis. Et alors ça, c'est encore… Là, on est carrément… on est dans le cambrien, c'est-à-dire c'est un jeu où tu joues, je vais jouer les lipides, d'autres vont jouer les protides, etc. Et l'idée, c'est de construire la vie, hein. Incroyable. Et tu as toutes des phases où il explique le métabolisme de ces premiers êtres vivants et de leur évolution. Et ce jeu retrace ça. Et franchement, c'est un cours de biologie, hein. C'est-à-dire que tu as des notes en bas de page. Oui, alors ceci, ça sert à simuler telle et telle chose, ça sert à simuler les mitochondries, les machins, etc. C'est un cours de biolo et on apprend beaucoup de choses. Bon, après, il faut aimer ingérer des règles assez complexes en anglais. C'est des jeux qui sont tout petits, hein, ce sont des petites boîtes, mais c'est assez remarquable. Donc, il existe des jeux comme ça, peut-être même encore avant l'humanité, de la préhistoire, sur l'évolution aussi. Ça existe, il y a des jeux qui sont très, très bons. Il y en a pas mal. C'est un secteur. Alors maintenant, on va revenir peut-être plutôt sur l'Antiquité, parce que c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, bien sûr, il y a l'Antiquité en Europe, mais aussi l'Antiquité ailleurs. Il y a, par exemple, GMT avait sorti un jeu assez rigolo qui s'appelle sur C'est ces quoi peuplades. Hein? Kadesh avec Ramsès II contre les Hittites? Alors, on trouve aussi, bien sûr, des choses comme ça, mais là, je voulais te parler même d'un jeu qui s'appelle, zut, de mémoire, ça va revenir sur ces populations qu'ont découvert toutes les îles du Pacifique. Ah, Donc, tu as des oui. tuiles dont tu fais avancer tes pirogues avec tes petits bonhommes, et tu retournes ensuite les tuiles, puis ça peut être de la mer pleine où tu ne trouves pas d'île, ou au contraire des îles. Certaines îles sont très hostiles, d'autres un peu moins, etc. Et puis tu essaies de te débrouiller comme ça. Et tu as un peuple qui va essayer de prendre le plus de territoire possible et faire des points de victoire. Donc, dans l'Antiquité, on trouve des choses comme ça. Mais maintenant, effectivement, sur le continent européen ou asiatique, tu trouves d'excellents jeux. Moi, j'avais essayé, par exemple, qu'est-ce que j'avais… Un jeu canadien qui s'appelait Ancients, qui a très très longtemps marchait bien. Oui, absolument. Ancient, c'est un jeu un peu générique, c'est-à-dire que tu as des pions, ça représente des éléphants, ça va représenter, par exemple, des archers, des phalanges, des légionnaires, et puis tu joues toutes les batailles que tu veux, quoi. C'est générique, en fait. Absolument, et avec des règles simples. Mm. C'est très connu, ça. Ça C'est se jouait juste, très ouais, vite, en quelques tours. C'était un bon jeu d'introduction pour les jeunes, les nouveaux néophytes. Enfin, voilà. Alors, dans le style d'introduction, il existe, par exemple, Command on Colors de Richard Borg, pas Richard Berg, qui s'appelle Command on Colors Ancient, où justement, tu joues avec des petits cubes de bois sur des gros hexagones, des cartes à gros hexagones,
et à peu près toutes les batailles que tu veux de l'Antiquité. Et c'est très sympa parce que c'est un jeu qui se joue assez vite, tu as pas mal à la tête à la fin de la partie, et puis en 1 heure, c'est réglé, tu peux jouer avec ton gamin qui a 10 ans. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Il y a des jeux dits tactiques qui sont très bien. Après, tu as des jeux tactiques qui sont beaucoup plus compliqués, comme SPQR, tu as certainement déjà entendu parler, édité initialement par GMT, qui a subi d'innombrables évolutions. Maintenant, des SPQR, il y en a 15 ou 16 boîtes, je ne sais plus trop combien, je les ai tous, avec de multiples, on va dire, encore add-ons, extensions qui sont venues. Et c'est Richard Berg et Mark Herman, encore une fois, qui sont les pères de ce système. Et tu simules tout. Et il y a, bien sûr, sur la période romaine, où tu joues les phalanges, où tu joues les légions romaines face les ennemis de l'époque, ça peut être Hannibal ou d'autres. Et puis, tu peux même ensuite trouver dans une antiquité encore plus tardive, plus ancienne, avec Kadesh, ce genre de choses. Tu peux trouver un SPQR qui s'appelle d'ailleurs Chariot, je crois, où, où, on- où il est justement question de ces combats de cette époque-là, même aussi avec les samouraïs, etc. Le système SPQR couvre l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen Âge quasiment, où il y a eu des batailles avec Gustave Adolphe. Donc, tu vois, avec les Suédois, c'est très large, mais je dirais ça se cantonne surtout dans l'Antiquité, on va dire, du Moyen Âge, tout début du Moyen Âge, voilà. Et c'est une très belle série parce que des scénarios, tu en as énormément et tu peux t'amuser. Et les jeux, par contre, les parties sont très peu équilibrées parce que, comme tu disais si bien dans le podcast précédent, les batailles étaient rarement équilibrées. Hein, ce n'est pas un jeu d'échecs. Hein. Non, non, pas du tout. Non, c'est certain. On en connaît plein. Tout le monde, enfin, la plupart des gens connaissent Cannes, connaissent, je sais pas, Alésia, qui est une bataille fascinante, ou Gaugamela. Ouais. Bon, c'est sûr que sur le papier, par exemple, Gaugamela, sur le papier, les Perses, ils te défoncent, quoi. Ah, c'est sûr. Mais en fait, et souvent dans la simulation, c'est difficile de réaliser la prouesse d'Alexandre. C'est difficile. Ouais. De la même manière que, par exemple, c'est par exemple Pharsale, dans la Oui, guerre civile, entre César et Pompée, je crois. c'est Oui, ça. Pompée, oui. Le, là aussi, il faut que la simulation ait des règles de cassure du moral de Pompée, en fait, des armées, des légions de Pompée, faute de quoi c'est très difficile de réussir. Et puis, je crois qu'il y a pas mal de batailles romaines en Espagne Mm. contre les Ibères qui, s'il n'y avait pas le moral, par exemple, qui est simulé Mm. dans la cohésion des unités, sur le papier, les Romains ils se font défoncer là aussi. Et pourtant, ils gagnent. Enfin, en tout cas, historiquement, ils ont gagné. Donc, là aussi, la conception est importante. Bon, c'est surtout aussi, moi je me rappelle, j'avais joué la bataille de Pharsale dans une des publications de SPQR qui s'appelait Kaiser, je crois. Et ce qui m'avait frappé, c'est les règles optionnelles. Tu as beaucoup de règles optionnelles, c'est-à-dire pour refléter la fameuse charge de Pompée de cavalerie sur l'aile droite de César. Et César avait disposé des légions de telle manière pour accueillir cette charge de cavalerie. Puis quand cette cavalerie arrive au contact, elle est déroutée. Mais c'est une règle. Donc, c'est un côté, on va dire, un petit peu artificiel, mais Mhm. c'est un peu pour reproduire un petit peu ce qui s'est passé initialement pour ensuite va pouvoir jouer normalement la suite de la partie parce que je pense que sinon, c'est pas vraiment possible. Mais il est vrai que Gogamel, ça me fait penser, Gogamel, au fameux combat entre Mohamed Ali et Foreman. Et Foreman était un monstre, Mohamed Ali était pas mal non plus, mais disons, c'était très différent. Il a réussi à gagner parce qu'il était beaucoup plus intelligent. Et, voilà, mais s'il aurait dû refaire un match face à Foreman, qu'est-ce que ça aurait donné? J'en sais rien. Si Darius aurait à nouveau une aussi grosse armée, est-ce qu'il aurait peut-être qu'il aurait appris quelque chose entre temps et il aurait Il a peut-être essayé de pu faire à arrêter. Issus. C'est ce qu'il a essayé de faire à Issus, mais là aussi sans succès. Ouais, c'est juste. Ouais. Ben, il y a aussi un système d'armes qui était particulier, c'est-à-dire que le système d'armes macédonien était remarquable à l'époque. Et puis surtout, la cohésion de ces phalanges était énorme.
Et puis, la cavalerie de choc, la cavalerie lourde de l'époque était remarquable, tandis qu'en face, il y avait beaucoup plus de troupes légères, au fait. Chez Darius, ils avaient beaucoup des troupes très, très légères, parfois quand même un petit peu quelques hoplites grecs, mais ce n'était pas le gros de la troupe. Il y avait aussi des immortels qui étaient d'excellents, je crois oui, c'est ça, qui étaient d'excellentes troupes d'élite, mais elles étaient très peu nombreuses. Donc, et par exemple, dans SPQR, quand tu as des troupes de Darius avec un moral de 4, tu sais que tu vas leur foncer une fois dessus, en général, elles vont rentrer en déroute assez rapidement. Donc, après, tu continues à… C'est ça qui est terrible dans ce genre de jeu, c'est qu'une fois que tu as défoncé un flanc, ça commence à grignoter le reste du front. Et là, ça part. Et quand tu as les points de déroute, de perte de cohésion qui commencent à grimper à toute vitesse, voilà, c'est la fuite. Après, c'est fini. Ça craque. Ce qui est une bonne manière de simuler, parce qu'à cette époque, pourquoi les aigles romains étaient si valorisés et on se battait à mort pour les protéger? Parce que c'était des signes de ralliement. Le commandant, il est arrivé de nombreuses fois que César ait sauvé ses troupes d'une défaite pour aller à la victoire, un peu comme Napoléon plus tard dans d'autres conditions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces jeux, ces wargames, sont aussi un moyen d'apprendre l'histoire, d'apprendre la technologie et son impact dans l'histoire. Tu parlais des phalanges. Aujourd'hui, ça nous paraît… mais la phalange, pour l'époque, c'est un peu comme l'utilisation de l'avion à réaction par rapport à des avions à hélice. Tout d'un coup, un saut qualitatif impressionnant et cette cohésion qui va être encore améliorée dans la Légion, mais c'est la phalange pour l'époque, avec ses lances de 4,5 mètres à 5 mètres. D'ailleurs, et c'est intéressant, il y a toute une série de gens qui font des simulations en physique de ces combats. Et c'est vrai que quand tu as, alors je ne sais plus quelle était je crois que c'était 16 en profondeur et je ne sais plus quelle était je ne me rappelle plus, mais il y a entre 8 et 16 en profondeur. Ouais, c'est profond. Lorsque tu as autant de lances qui sont vers toi, que tu sois à cheval, que tu sois à pied, comment tu engages le truc? Comment tu t'approches? Tu n'as pas des canons à cette époque, donc alors peut-être tu as des catapultes, mais la catapulte, elle n'est pas très mobile. Donc, et on en revient à ce jeu, tu sais, ce jeu d'enfant, feuille, caillou, ciseaux, où une arme en neutralise une autre, mais elle est très vulnérable à une autre encore. Et tu parlais justement de cette déroute qui est très vraie. D'ailleurs, dans l'histoire, la plupart des morts dans les batailles ne se font pas au combat en tant que tel, ils se font pendant la fuite. Et la cavalerie, une fois qu'elle arrive à poursuivre les gens qui s'enfuient en lâchant leur armure, les armes, les boucliers, et c'est là où il y a le maximum de morts, en fait, à ces époques-là, évidemment, avant l'artillerie. Et donc, on apprend par ces jeux à comprendre l'histoire et à comprendre ces détails qui expliquent tant de choses. Parce que personne, quand tu vois Rome, Romulus, Rémus, c'est des bergers qui recueillent des brigands. 7 siècles plus tard, c'est un empire qui domine la Méditerranée. Pourquoi? Et quand tu regardes le détail, et pas seulement la mythologie racontée par Virgile et les historiens de l'époque, mais tu regardes aussi la technique, par exemple, la différence entre le saut de qualité que fait après les guerres puniques un Marius, qui réorganise les légions telles qu'on les imagine et qui vont être utilisées par César, mais aussi par Crassus contre les Parthes, ou Pompée en Espagne et je ne sais plus ou dans la guerre contre Mithriade, qui est une guerre sauvage, faut lire. Eh bien, on a je crois qu'il y a un module de SPQR sur cette guerre. Tout à fait, tout à fait, entre les Romains et les Grecs, bien sûr. Et donc, on a ces réorganisations. Et puis plus tard, dans l'Empire tardif, l'arrivée des cataphractes et finalement des armures et des organisations presque gothiques, dans le sens où on reprend l'armement des barbares et les légions ne ressemblent en rien à celles de César. Oui, tout à fait. Alors, c'est terminé. D'ailleurs, il y a un historien militaire qui le décrit très bien, c'est Philippe Richardot dans ses bouquins. Il dit que la fin de l'Empire romain, les mecs,
Les légions romaines, ça ressemblait à rien, quoi. C'était des gars avec des boucliers ronds avec des épées. Hein. Le Mais ça Romain avait un n'avait pas sens. d'épée, c'était Mais un ça avait un glaive. sens, C'était autre chose. il y avait un sens à cette transformation. Et à chaque Bien fois, sûr. la technologie, parce que celui qui a une mauvaise technologie, il se fait massacrer. Et donc, soit il s'adapte, soit il disparaît. Et donc, on a cette évolution des techniques où on essaie de trouver la faille dans ce qui reste. Et finalement, on a à cette époque antique, comment on dit en français, des combined arms, où on a la légion romaine qui, sous Aurélien, par exemple, quand il va reconquérir contre Zénobie sur le royaume de Palmyre Palmyre, et qu'il va reconquérir l'empire des Gaules, qui est une sécession d'une partie des Romains des Gaules. Ce sont des légions qui ont des systèmes comment dire, de siège, des balistes, de l'artillerie, quoi, toutes sortes de catapultes, etc., et qui sont des organisations extrêmement sophistiquées, avec des cavaleries lourdes, des cavaleries légères, qui pourraient ressembler à une armée napoléonienne en réalité. Tout à fait, ouais. Et donc, on a ces évolutions qui sont fascinantes dans le jeu. Puis parfois, on arrive à des systèmes tellement sophistiqués typiquement les Américains au Vietnam ou en Irak ou en Afghanistan récemment, on saute de deux millénaires, où finalement tu te fais balader par des mecs en sandales avec un Kalachnikov tenu par un fil de fer. Et donc, c'est fascinant d'apprendre l'histoire par cette approche du moi, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai découvert plein de trucs en histoire uniquement avec les wargames, quoi. Parce que, voilà, oui, j'ai appris beaucoup de choses, quoi. En plus, tu mets en scène. Donc, quand tu mets en scène quelque chose, à nouveau, tu te crées une histoire, tu te racontes un récit. Après, tu lis des trucs dessus et ça te reste, tu vois. En plus, tu as une espèce d'expérience, si je puis dire. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je dirais que pour parler d'Antiquité, vraiment les jeux phares du combat tactique, ça reste SPQR, c'est le top. C'est un peu compliqué si on est débutant, mais c'est pas bon. Voilà, il y a une version simple aussi simplifiée de SPQR, mais sinon, si on veut vraiment quelque chose, on va pas dire familial, mais d'assez abordable, c'est Command on Colors Ancient. Ça, tu peux y aller les yeux fermés. Puis après, à un autre niveau aussi, tu peux aussi simuler vraiment, par exemple, un siège. Il y a Jérusalem, Siege of Jérusalem de Avalon Hill, qui est un peu plus lourd quand même, mais c'est un très beau jeu à l'Avalon Hill. Donc, ça, par contre, il faut le week-end. Ça prend plus de temps. Et puis, après, tu as des jeux aussi plus stratégiques. Tu en as quand même quelques-uns. Et puis, le top du top pour moi du jeu, on va dire, politique de l'Antiquité, ça c'est Res Publica Romana, ou République de Rome. C'est le top du top. C'est un des jeux qui m'a le plus profondément marqué. Tu joues des grandes familles, hein, les Julius, etc. Et ben, tu fais des votes. Hein, durant la République romaine, tu fais des votes, tu veux voter des lois agraires, c'est pour le peuple, hein, tu veux faire un peu le socialiste, ce genre de choses. Et tu dois éviter que Rome s'effondre, parce que s'il y a trop de guerres qui te tombent dessus, c'est fini, tu vois. Et tu dois vraiment penser à la fois à la stabilité avec le peuple, il ne faut pas que tu aies le peuple contre toi. Il ne faut pas non plus que tu te tapes des procès à tout bout de champ parce que tu détournes de l'argent à des fins personnelles, parce que c'est ce que tu fais hein, en général. Et ce qui est très bien stimulé dans ce jeu, c'est qu'il y a trois parties. Tu as le début de la République romaine, où en général, tu es complètement dévoué à la République, et les légions qui y a sous ton commandement sont totalement dévouées à la République. Bon. Mais plus que ça avance, ça s'effondre, tout ça. Donc, c'est-à-dire que les légions commencent plutôt à être fidèles au général. Et comment c'est là, à ce niveau-là, que tu peux commencer finalement à rentrer dans Rome avec tes légions et puis dire maintenant, c'est l'Empire. Et c'est génial de voir on va dire, ce changement de mentalité où il y a de moins en moins de loyauté vis-à-vis de la Rome, vis-à-vis de la République de Rome. Mais c'est un jeu, il faut un bon week-end pour y jouer. Il est relativement complexe parce qu'il y a pas mal d'aspects juridiques aussi dedans. Il y a des votes, des machins, des trucs, mais c'est génial. Par contre, les combats sont très abstraits, tu jettes des dés, c'est tout. Mais c'est d'une grande finesse et puis surtout, on se prend bien la gueule à table et puis on se prend pour des consuls, puis je sais pas quoi. C'est génial. Ça, c'est un grand jeu. C'est un très grand jeu.
il y a parce qu'on reste dans l'Antiquité, il y a des jeux plus originaux d'un point de vue occidental, évidemment, mais qui sont tout à fait importants historiquement. Ce sont des jeux qui se passent en Asie, notamment en Chine, mais aussi au Japon, à l'époque équivalente de notre Moyen-Âge, enfin de notre Antiquité. Alors ça overlappe un petit peu, ça dépasse dans les deux sens, mais on a, je crois, un jeu sur les conflits des trois royaumes en Chine, mais je ne me souviens plus le titre. Et puis, il y a des jeux sur l'épopée samouraï. Je crois qu'il y a… Alors, si je dis Shogun, c'est peut-être bateau comme nom, mais il y en a quelques… Il y en a pas mal de tête, je ne me rappelle plus les noms, mais en tout cas au Japon, oui, il y a vraiment, tu trouves. Il y en a pas mal de ces. Alors, on est vraiment plutôt dans le Moyen-Âge, mais tu en trouves, c'est à The Most Dangerous Time, je crois que c'est le titre de ce jeu, à Dangerous Time, un truc comme ça, édité par MMP, Multiman Publishing, ou de mémoire, qui retrace justement cette période où tu as des trahisons à n'en plus finir entre les clans. C'est un beau bordel. Tu as des jeux aussi plus simples sur cette période dont je ne me rappelle plus le nom, qui est une grosse boîte qui a été sortie chez GMT avec des cubes en bois qui sont très beaux. Malheureusement, là, je suis un peu pris à froid, donc c'est un peu difficile. Mais je pourrais retrouver, hein, ça, c'est pas un problème. Par contre, j'ai moins de connaissances sur la Chine. Il y a un jeu sur la Chine qui a été fait, sorti par Decision Games, il y a ça pas mal d'années, peut-être presque 10 ans, où tu peux retracer toute l'histoire de Chine, hein, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc bien évidemment, il y a de fortes chances que tu couvres cette partie d'histoire dont tu parles. Donc voilà, mais j'ai pas grand-chose vraiment sur la Chine elle-même. Ça, j'en sais rien, quoi. Non, oui, J'ai pas vraiment de je choses. me souviens en avoir vu dans des magasins. Et certainement, le Japon, il y a les grandes batailles de Bien l'époque sûr. de Tokugawa, mais bon, là, pour nous, c'est le XVIIe siècle, mais Ouais. pour eux, c'est le Moyen-Âge. Et donc, il y a Shekigara, Oui, c'est ça. il y en a Il y a plusieurs. Exasim qui a sorti, qui est un excellent petit éditeur français, qui a sorti il y a quelques années un jeu sur ce domaine, des jeux tactiques. Tout à fait. On Très bien. trouve. Ouais. Très bien, ben, je crois qu'on a fait un petit peu un premier tour sur cette période du Moyen-Âge. On ne manquera pas de vous montrer quelques jeux en vrai sur cette période. Oui, ça, c'est sûr. Ça, ce serait pas mal. Allez, Volontiers. euh, à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Pierrot. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao.